Bonjour, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Une image toute simple que vous allez voir d'un instant à l'autre qui fait peur. Voilà ce que peut donner le tabac après peut-être 20 années où l'on fume de façon inconsidérée. Le tabac a une addiction. Comment lutter contre l'addiction au tabac? Les prix doivent augmenter cet automne. Y a-t-il une incidence des prix sur la descente de la consommation? Nous avons avec nous tout un tas de spécialistes, des pneumologues, des cancérologues qui parlent du tabac puisqu'il y a un congrès en ce moment à Toulouse. Julien Mazière, vous êtes pneumologue, oncologue, cancérologue à l'hôpital Larrey à Toulouse. Est-ce que question simple, la science avance pour guérir les cancers du poumon? Alors la science avance effectivement pour guérir les cancers du poumon, elle avance globalement pour guérir tous les cancers. Mais récemment, c'est le cancer du poumon qui a fait l'objet des plus grandes avancées, en particulier sur l'identification de biomarqueurs. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter tous les cancers du poumon selon la même modalité, on isole dans chaque cancer pour chaque patient des anomalies moléculaires. Et lorsqu'on arrive à identifier ces anomalies moléculaires, on arrive à donner des traitements un peu plus intelligents, c'est-à-dire ciblés sur ces anomalies. Ouais. Alors, la science avance à petits pas. On attend souvent dans la recherche sur le cancer de trouver des molécules miracles. Il y en a pas encore, on en parlera après. Le meilleur traitement, ça reste de ne pas fumer, de ne pas avoir de cancer. Mais il y a évidemment des progrès. Et la France est un pays très en avance là-dessus, puisque depuis quelques années, l'Institut national du cancer a mis en place un financement de la recherche de ces biomarqueurs, ce qui est unique dans le monde, et ce qui permet pour chaque patient, théoriquement, en France, pris en charge pour un cancer du poumon, d'avoir, entre guillemets, sa carte d'identité génétique du cancer et de lui délivrer les traitements les plus adaptés possibles. Alors, il y a 60 000 morts par an en France liées au tabac. Une question vaste, on ne pourra pas forcément y répondre, mais on parle de dépistage du cancer du poumon pour prévenir, parce que vous voyez vos patients souvent trop tard, peut-être. Alors, on en parle puisqu'on identifie quand même une population à risque qui est essentiellement la population de fumeurs. Ceci étant, par rapport à d'autres cancers comme on va dire le cancer de la prostate ou les cancers du sein ou les cancers du côlon, les données sont encore insuffisantes pour qu'on puisse proposer à tout le monde un dépistage efficace. Donc pour l'instant, c'est encore en discussion, mais on ne peut pas parler de dépistage parce qu'on ne connaît pas la meilleure technique, radio, scanner, analyse de l'expectoration. On ne connaît pas encore la meilleure technique, on ne sait pas encore exactement à qui cela doit s'adresser, mais je pense que dans les années à venir, on pourra proposer des dépistages un peu plus efficaces. Merci. Rosemarie Rouquet, vous êtes cancérologue aussi, vous êtes spécialisée dans le sevrage à l'hôpital Larrey. Est-ce que les 7 secondes, alors on a 7 secondes avant que le plaisir arrive quand on fume une cigarette, ce qui est hyper rapide? Absolument. La voie inhalée, la fumée de cigarette est la meilleure façon d'administrer une drogue, puisqu'elle arrive sur les récepteurs cérébraux en 7 secondes. Et or, c'est cette vitesse d'accès aux récepteurs qui procure le plaisir. Ce qui vous agace, c'est que c'est une drogue rend dépendant. C'est une drogue légale en fait. Voilà, c'est une drogue licite vendue par l'État qui tue un consommateur sur 2. Et alors pour vous, l'État ne fait rien au niveau de la prévention? Et l'État fait, mais probablement pas assez. Et depuis 5 ans environ, on est devenu un des mauvais élèves de l'Europe en matière de lutte contre le tabagisme. Alors on pourrait se poser la question, plus les prix montent, moins la consommation augmente. Alors, l'augmentation des prix, c'est un levier très important dans la lutte contre le tabagisme. Mais quand on parle d'augmentation, il faut parler d'augmentation importante. C'est-à-dire que des petites augmentations de 6% ne servent qu'à enrichir les cigarettiers et l'État, mais n'ont pas ou peu d'impact sur la consommation. En revanche, des augmentations répétées de l'ordre de 10% font clairement chuter la consommation. Et on estime qu'une augmentation de 10%, ça fait baisser de 4% le tabagisme. Est-ce qu'on peut quand même casser une idée reçue, c'est que l'État ne gagne pas d'argent grâce au tabac? L'État gagne de l'argent. L'État en France rapporte 14 milliards. Certes, mais après, on doit guérir les cancers du poumon. Mais le coût social et sanitaire des maladies induites est de l'ordre de 40 milliards. Ouais. Alors, donc l'État commence à perdre de l'argent. D'accord. Jean Trédaniel, vous êtes cancérologue et pneumologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Alors vous avez parlé, en tout cas, de la notion d'inégalité sociale devant le tabac. Est-ce qu'on peut développer ça? On a plus de cancer de poumon quand on est pauvre que quand on est riche. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui est quand même troublant. Et nous ne sommes pas égaux devant la maladie, pour un tas de raisons, mais notamment les inégalités sociales et culturelles. Et effectivement, on sait dans pratiquement tous les pays dans le monde que les catégories sociales défavorisées font plus de pathologies, notamment liées au tabac, et en particulier le cancer du poumon, que les catégories sociales favorisées. Ouais. Et en France, il y a des inégalités sur le territoire. On sait que le cancer du poumon est plus fréquent et donc entraîne plus de morts dans le nord-est
que dans le sud-ouest. Il y a un gradient nord-est-sud-ouest. Alors ça pose beaucoup de questions, c'est certainement lié effectivement au tabagisme, mais le cancer du poumon d'aujourd'hui, c'est le tabagisme d'il y a 20 ou 30 ans, donc il faut remonter loin. Et puis il y a certainement d'autres causes, cela n'explique pas tout. Par exemple, l'éducation, voilà, les expositions professionnelles, l'alimentation peut-être, et globalement, on remonte à chaque fois, la source semble être le niveau d'éducation des sujets. Et en ces temps de rentrée scolaire, il faut insister sur l'importance effectivement de favoriser l'éducation dans notre pays. C'est sans doute un très bon moyen de santé publique, de prévention des maladies en santé publique. Alors Julien Mazières, vous êtes donc à l'hôpital Larrey. Il y a autant d'hommes que de femmes qui développent des cancers du poumon, voire plus de femmes maintenant peut-être. Alors c'est en train de changer. Alors effectivement, le changement de comportement se traduit en termes de cancer 20 ans ou 30 ans après. Oui. Donc là, on est en train de voir... moi j'ai commencé ma carrière avec des populations assez typiques d'hommes fumeurs de 65 ans et on voit que ça se décale progressivement vers des femmes plus fréquentes. Ça n'a pas encore atteint le nombre des hommes. Ça le fait aux États-Unis, ça va arriver en France, mais pour l'instant c'est encore un petit peu moins, mais c'est en vraie augmentation. Donc on a de plus en plus de femmes et l'âge diminue. C'est-à-dire qu'on a maintenant des mères de famille, des gens jeunes, et à tel point qu'on conduit actuellement même une étude chez les gens de moins de 40 ans qui sont de plus en plus fréquents dans notre unité. Donc c'est vrai que le profil du patient est en train de se modifier et suit d'assez près les modifications du tabac, de consommation tabagique. Rose-Marie Rouquet, vous voulez intervenir? Oui, effectivement. Je pense qu'une des explications, c'est la précocité du tabagisme qui a changé. Donc, un tabagisme qui débute beaucoup plus tôt qu'avant, des tabacs qui ne sont plus les mêmes et qui induisent probablement cette modification que l'on voit en termes de l'âge de survenue des cancers, de type de cancer sur le plan de la tumeur elle-même. Là, on voit des images un peu choc de prévention contre le tabac. Rien n'y fait, en fait, finalement. Vous dites que tant qu'il y aura des buralistes, il y aura forcément du tabac en France et de la vente de tabac facile. Non, je ne veux pas faire porter la responsabilité aux buralistes. Les buralistes sont un maillon de la chaîne de l'offre. On sait que la lutte contre le tabac passe par la réduction de l'offre, bien sûr par la réduction de la demande, mais aussi de la réduction de l'offre. Et donc les buralistes, eh bien, ils doivent savoir qu'à terme, quand on aura atteint les objectifs de la disparition, entre guillemets, du tabac, eh bien, ils se seront reconvertis. Ça fait partie des missions de l'État, de reconvertir cette profession. Oui. C'est-à-dire que vous me disiez aussi, Jean Trédaniel, que peu importe quand on a une addiction, c'est-à-dire que c'est une drogue, peu importe ce qu'on gagne comme argent pour ses enfants ou pour se nourrir, la priorité, c'est... Ce qui est sûr, c'est que le tabac, en l'occurrence, est un grand facteur de creusement des inégalités sociales. Vous prenez un paquet de cigarettes qui doit coûter entre 5 et 6 euros actuellement, qui va peut-être augmenter. Si le fumeur fume un paquet de cigarettes par jour pendant 365 jours, ça représente 2000 et quelques euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus qu'un SMIC, par exemple. Mais le fumeur doit jamais se poser la question. Peut-être qu'il se pose la question. Le problème, c'est que justement, il est dépendant et c'est pas le tout de se poser la question, c'est de pouvoir se passer la dépendance. Ça n'empêche que cet argent, c'est de l'argent perdu, entre guillemets, pour les vacances, pour les enfants, la cantine des enfants, les loisirs des enfants, l'éducation des enfants. Donc c'est un vrai problème socio-culturel dans le pays. Mais il y a une chose simple aussi, Julien Mazières, c'est que les dégâts sur les poumons ne se voient pas au départ et puis se voient au bout de 20 ans. Est-ce que finalement, vous rencontrez des gens qui vont forcément mourir d'un cancer du poumon? Est-ce que l'entourage a conscience que lui-même doit arrêter de fumer? Alors ça, c'est un problème compliqué. C'est vrai que je pense que l'information a bien diffusé sur le fait que fumer était cancérigène. Donc l'information a diffusé et je pense que là-dessus, on peut en reparler à chaque fois, mais il faudra plus gagner sur le côté comportemental, aussi, puisqu'en fait, si les cigarettiers arrivent encore à vendre des cigarettes, c'est parce que c'est encore associé à un certain comportement, en particulier dans les lycées, un certain justement niveau ou un côté également amical. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre les gens. Alors, c'est pas sorcier, parce qu'ils y sont arrivés aux États-Unis, ils sont arrivés dans la plupart des pays anglo-saxons, ou du moins ils y arrivent, ils en prennent une bonne direction, qu'effectivement, fumer n'est pas quelque chose de bien, n'est pas quelque chose de socialement souhaitable. Il faut mieux jouer là-dessus que sur effectivement l'information sur le fait qu'on va avoir un cancer plus tard, qui est souvent, surtout chez les jeunes, difficile à faire passer. Oui. Parlez-moi des paquets neutres.
Les paquets neutres. Alors le paquet neutre, c'est une action de lutte qui est très efficace puisque du coup, tous les logos des marques disparaissent. Le paquet devient uniforme. De quelle couleur ? Vert cacadois. Voilà, fecal brown. Fecal brown. Ouais. Voilà, donc pas très attirant. Vis-à-vis des jeunes, c'est même repoussant. Et surtout, donc, vous aurez juste la marque écrite. Et des deux côtés, des images sanitaires choc. Il y en a certaines qui sont vraiment dissuasives. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel les industriels du tabac s'opposent farouchement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a de la prévention, peut-être Jean-Daniel le sait aussi, mais est-ce qu'il y a de la prévention dans les écoles contre le tabac ? Parce qu'on voit tous nos enfants qui apprennent à se laver les dents dans les écoles, à conduire le vélo. Est-ce qu'il y a... Alors, je ne sais pas, je pense que c'est individuel, c'est difficile de dire. Je crois que beaucoup d'enseignants sont motivés ou sont conscients du problème. Il faut savoir que les enseignants sont parmi les catégories socio-professionnelles justement qui fument le moins. En France, c'est les agriculteurs notamment, et les enseignants également fument beaucoup moins que la population générale. Et qui fument le plus ? Alors, on fume beaucoup dans l'hôtellerie notamment, on fume beaucoup dans le bâtiment. Voilà. Mais c'est vrai, les ouvriers fument plus que les cadres, donc les enseignants fument moins. Or, on sait qu'un des grands motifs du début du tabagisme, c'est l'identification au père, PAIRS. Hein. Donc l'enseignant est un modèle, si l'enseignant ne fume pas, l'enfant aura moins tendance à commencer à fumer. La star de rock est un modèle, l'acteur est un modèle. C'est une catastrophe. Oui, tout à fait. Et dans les écoles, c'est difficile parce que parler de la dangerosité d'un produit, ça n'a aucun impact. Ouais. Hein, par définition, un adolescent, il a le goût du risque, ça ne le concerne pas. Par contre, ils sont beaucoup plus sensibles lorsqu'on leur montre qu'ils sont manipulés, qu'ils sont le jouet d'un industriel qui veut les accrocher le plus tôt. Et il sait qu'un jeune qui commence, il a un client pour 15 ou 20 ans. Et si je peux me permettre de vous recommander un court-métrage qui a été fait par l'équipe lilloise, et qui montre à la façon de Tarantino, c'est destiné aux jeunes, la façon dont ils deviennent les manipulés de ces industriels sans foi ni loi. Ça s'appelle entremesdoigts.com en un seul mot. Entremesdoigts.com. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Vous espérez donc une augmentation significative de 10% des cigarettes d'ici peu. On se reverra pour parler évidemment du tabac, problème de société. Vous retrouvez dans la deuxième partie de l'émission Greg Lamazer pour une exposition dans le quartier de Saint-Cyprien. Merci.